Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter mon livre intitulé Le livre vert du bonheur. C'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec l'édition Pour tous de Montréal et de l'éditeur Monsieur Pierre Gagnon. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive, selon Bouddha. Dans ce livre, je vais vous partager avec vous ma propre vision du bonheur et j'espère que ma version à ce sujet peut aider beaucoup de monde qui doutent encore sur la possibilité de cette lumière dans leur vie, qui pensent que le bonheur est dicté par la société ou les yeux des autres, que certains individus n'ont pas accès au bonheur à cause de l'exclusion sociale et toutes sortes de préjugés possibles. Pourquoi j'ai écrit le livre vert du bonheur? Pour moi, la couleur verte a plusieurs symboles et significations. Elle représente l'espoir, le printemps, la beauté de la nature, la fraîcheur des plantes, etc. Le mot livre vert ou Green Book a une grande importance, surtout pour l'histoire des Noirs aux États-Unis à l'époque de la ségrégation raciale, car c'était le livre par lequel le gouvernement a planifié pour rétablir les directives des lieux où la population noire peut avoir accès ou non. Mon livre est inspiré de ce film Green Book. Ce film a été réalisé par Peter Farrelly en 2018. Il s'agit d'un film de biographie du pianiste noir Don Shirley. Aux États-Unis, à cette époque-là où il y avait encore la ségrégation raciale, Don Shirley était un spécialiste du piano et il a embauché un blanc, un Américain d'origine italienne qui s'appelle Donny Vallelonga. Et c'était vraiment une histoire émouvante. Je vous invite à voir ce genre de film, Green Book, qui a reçu un Oscar. Il y avait vraiment l'histoire réelle de ce que ressent un noir en épanouissement dans son métier, un noir en toute connaissance de sa compétence, comment il s'est fait traiter à cette époque-là. Je vous invite alors à regarder le Green Book. En même temps, vous allez lire mon livre. Ce genre de livre a été détruit lors de l'abolition de la ségrégation raciale et les Noirs peuvent circuler partout où ils veulent à travers les États-Unis. Mais une question se pose, l'idéologie du livre vert a-t-elle vraiment disparu ou elle a changé tout simplement de visage? Dans mon livre, je parle de la solution avec tout ce qui se passe dans notre société actuelle. Mais faut-il perdre nos temps à nous apitoyer sur nos sorts, les Noirs, ou c'est mieux de prendre notre destinée en main? Ne laissons plus les autres déterminer qui nous sommes ou tracer nos chemins comme le livre vert d'autrefois. Nous pouvons écrire notre propre livre. C'est le livre vert du bonheur. C'est plus fiable quand c'est nous-mêmes qui écrivons notre propre livre, notre directive de vie, selon les circonstances qui se présentent sur nos chemins de vie. Tout le monde peut avoir accès au bonheur à condition de le forger à partir de sa propre conviction et de ce qu'il a comme ressources et en harmonie avec son environnement, surtout au pays d'accueil qu'il faut la peine de comprendre la culture et la philosophie. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande responsabilité de la part des immigrants
vis-à-vis de leur choix de s'établir dans un pays d'accueil tel que le Canada. Trouver le bonheur dans ce contexte ne se réalise pas sans bâtir sa propre personnalité, comme construire une maison à plusieurs piliers bien solides. Je vous partage dans mon livre comment j'ai bâti ma propre maison du bonheur avec le mieux-être de l'esprit, corps et âme. Le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Je vais vous lire quelques extraits de mon livre. Le bonheur est devenu une véritable marchandise fluctuante et sujette à plusieurs débats dans notre société actuelle. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Mais chaque personne a sa propre version de ce dernier, suivant la culture, la religion, le pays, la couche sociale, l'âge, le niveau intellectuel. Mais une chose est sûre, que c'est une perception par laquelle seule, c'est la personne qui la ressent au plus profond d'elle-même sans mentir. Et cet état de bien-être est le résultat de la paix interne en chacun de nous, que seule la personne a pu bâtir elle-même au cours de ses expériences de vie. Il y a des lois et des principes moraux qui régissent la vie, ici sur Terre, entre les humains. L'individu cherche de tout son être à créer de la beauté et de l'harmonie dans sa vie et celle des autres. Mais dans sa course effrénée vers le succès, il oublie le succès matériel, l'approbation des autres, en mettant en application certains principes fondamentaux de la vie, il est possible de vivre en harmonie avec les forces vitales qui régissent la Terre et l'univers en général. Je vais vous lire quelques extraits. Le mot livre vert ou Green Book a une grande importance surtout sur l'histoire des Noirs aux États-Unis à l'époque de la ségrégation raciale, car c'était le livre par lequel le gouvernement a planifié pour établir des directives des lieux. Et les moindres des erreurs commises par un individu de couleur noire peuvent lui coûter cher, comme par exemple les intimidations par la violence physique ou psychologique ou verbale. Ce genre de livre a été détruit lors de l'abolition de la ségrégation raciale et les Noirs peuvent circuler partout où ils veulent à travers les États-Unis. Le livre vert prend actuellement la forme du racisme à caractère flou, qui devient encore plus difficile à combattre que le livre vert proprement dit, car le racisme prend la forme plus sournoise et compliquée. Maintenant, par conséquent, seuls les Noirs intelligents et forts intérieurement qui peuvent comprendre les nouveaux codes du livre vert non écrit, non édit, non publié, mais qui circulent chaque jour dans la société pour nous faire comprendre notre place. Le problème, c'est que les enfants sont trop jeunes et les moins intelligents pour comprendre les codes, ce qui entraîne les sentiments de rejet par la société. Une déstabilisation de l'estime de soi et de la confiance en soi, d'où l'augmentation de la délinquance, la haine contre le système, le décrochage scolaire, la criminalité. Par contre, il ne faut pas confondre le mal-être qui est ancré en nous, consécutif à la séquelle de la colonisation et de l'esclavagisme,
et le racisme proprement dit, d'où la raison d'être de mon livre. Nous avons un long chemin à faire. Il faut reconnaître que nous avons fait le choix de venir au pays d'accueil et nous devons l'assumer en essayant de nous améliorer chaque jour. Par contre, notre personnalité, c'est à nous de les bâtir comme une maison à 7 piliers bien structurés par les mots. Premier, la loi de la vibration. Deuxième, la croyance. Troisième, la confiance et amour de soi. Quatrième, le pardon. Cinquième, la santé. Sixième, la persévérance. Septième, avoir un objectif dans la vie. Selon Oprah Winfrey, je ne connais pas encore le remède au racisme. Ce que je peux dire aux Noirs, c'est de persévérer. Pour être un esclave, il n'est pas nécessaire d'être soumis à des lois qui vous ordonnent où vous ne pouvez pas aller ou à quel endroit vous ne pouvez pas asseoir. La seule chose qui peut vous libérer est de croire en votre liberté. Dans ce livre, j'établis les 7 piliers du bonheur. Premièrement, définition du bonheur. Deuxièmement, il faut avoir un objectif et un rêve dans la vie. Troisièmement, fournir les outils nécessaires pour son projet. Quatrièmement, auto-évaluation. Évaluer sa force et sa faiblesse pour atteindre son rêve. Cinquièmement, fournir les énergies nécessaires pour atteindre son objectif. Cultiver la santé physique, mentale et spirituelle. Sixièmement, comment faire face à un échec, développer sa capacité d'adaptation. Le bonheur est une décision. Pour la capacité d'adaptation, je me suis inspirée de ce film, une œuvre remplie d'émotions, Le cœur d'Auschwitz. C'est une histoire vraie, datée du 12 décembre 1944. Un carnet de souhaits en forme de cœur a été offert à Fania. C'était dans le camp de concentration. Une jeune femme qui s'appelait Fania. Elle avait 20 ans à cette époque-là. Donc, il y avait quelques femmes, une quinzaine de femmes qui ont adhéré alors pour souhaiter bon anniversaire à Fania à cette époque-là. Et puis, c'est vraiment un événement mystérieux dans les yeux des êtres humains. Comment elles ont pu tailler et établir ce genre de cœur? Car à cette époque-là, c'était vraiment difficile, impossible de trouver un ciseau, de trouver un stylo et un papier, car tout le monde dans le camp de concentration était nu et supposé de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir parler. Et jusqu'à maintenant, c'est un point d'interrogation. Comment ils ont pu alors fabriquer ce genre de cœur qui est en accordéon, où il y a tous les souhaits que les femmes ont fait, ont donné à Fania. Donc, c'est vraiment un exemple de la capacité d'adaptation d'un être humain dans les camps de concentration à cette époque-là. Tout le monde pense à la mort. Tout le monde ne pense plus à la vie, ne pense plus à échapper de ce genre d'enfer. Et ils ont
elles ont encore, elles ont eu encore la possibilité de fabriquer ce genre de souhaits. Et il y avait quelques-unes de ces femmes-là qui sont encore vivantes et on a interviewé pour la possibilité de ce genre d'art vraiment historique. Comment on arrive à espérer devant cette situation? Donc la capacité d'adaptation d'un être humain, la force de survie, c'est ça qu'on appelle la force du désespoir. Et c'est la force la plus forte chez nous les êtres humains. On peut s'en servir toute notre vie. La définition du bonheur. Le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré, durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Donc, c'est une des définitions du bonheur, car chaque personne a sa définition et sa propre interprétation du bonheur. Fournir les outils nécessaires pour son projet. Avant de commencer un projet, il faut faire une évaluation de notre force et faiblesse par rapport à l'ampleur de la démarche pour atteindre notre objectif. Notre évaluation doit se baser sur nos talents, notre savoir-faire et savoir-être, ainsi que nos acquis. Le vrai talent est souvent génétique, mais il faut savoir le réveiller au plus profond de nous par des habiletés lors des apprentissages ou les créativités. Pour chaque individu, il y a toujours un talent qui se cache, même chez les messieurs tout le monde. Mais la plupart des gens ne savent pas comment exploiter ce trésor enfoui au fond profond d'eux-mêmes. Travailler avec des personnes ressources est très indispensable pour réaliser ces projets. La comparaison est toujours souffrante. Pourquoi alors si j'ai tant constamment comme dans la gueule d'un loup? Quand comprendrons-nous que chacun a sa dose de bonheur et de malheur et que tout compte fait, à la toute fin, nous arrivons tous les mains vides aux mêmes endroits. La créativité au service du bonheur, les gens sont comparables aux moutons. Comme ceux-ci, ils ont tendance à se suivre les uns et les autres et à se fondre dans la foule. Il s'agit ici simplement de prendre exemple sur les autres. Plusieurs se disent, si les autres le font, ce doit donc être la marche à suivre, la façon de le faire, la façon de le vivre. Ils répètent alors le même comportement qu'ils observent. Ainsi, on vit à l'ombre des autres et on passe une bonne partie de sa vie à le faire. On vit à l'abri des intempéries en espérant que le tonnerre ne nous frappera pas. Pourtant, c'est justement sortir de la masse et se mettre en danger qui révèle nos véritables couleurs. Ainsi, nous pourrons déterrer nos estimables richesses que nous cachons généralement sous des tons de retenue et de convenance. Plus on est soi-même, plus notre créativité s'exprime et plus on crée, plus on est heureux. Notre vie est une création. Nous en sommes les maîtres d'œuvre, les artistes, les créateurs, les artisans. Nous la forgeons, la sculptons, la peignons, jour après jour.
La confiance et l'amour de soi, la seule chose que vous avez à offrir à un être humain en tout temps, c'est votre propre façon. Je ne peux pas vraiment donner des choses aux autres. Ce que les gens autour de moi désirent, c'est moi. Ils veulent me connaître, ils veulent contribuer à ma vie. Ce que je peux offrir aux autres, c'est moi, ma façon d'être, ma façon de voir et de vivre. Si je désire éloigner les gens de moi, je leur donnerai des choses matérielles au lieu de m'offrir moi-même. Nul ne peut vivre en fonction de lui-même, qu'en fonction de lui-même. Des milliers de fibres nous lient à nos frères. Parmi ces fibres, tels les liens de sympathie, nos actions se transmuent en cause et nous reviennent sous forme d'effets. Je peux accepter l'aide et soutien affectif des autres. C'est vrai, j'ai vécu des mauvaises expériences qui m'ont porté à croire que l'aide et le soutien affectif sont des signes de faiblesse qui mènent inévitablement à la trahison. L'influence de la famille a une importance sur l'estime de soi et la confiance en soi d'un individu. Comment êtes-vous classé ou catalogué au sein de votre famille? Êtes-vous la patriarche, l'image du père ou du grand-père ou seulement l'un des enfants? Êtes-vous celui qui a réussi ou le mouton noir de la famille? À quel point vous préoccupez-vous de votre rang dans la famille et dans quelle mesure laissez-vous cet aspect de votre statut extérieur régir votre vie? L'amour de soi, c'est l'élément le plus important. S'estimer implique de s'évaluer, mais s'aimer ne souffre aucune condition. On s'aime malgré les échecs et les revers, simplement parce qu'une petite voix intérieure nous dit que l'on est digne d'amour et de respect. Cet amour de soi inconditionnel ne dépend pas de nos performances. Il explique que nous puissions résister à l'adversité et nous reconstruire après un échec. J'admire l'attitude de Barack Obama qui révèle la confiance en lui-même devant l'intimidation qu'on lui a affligée quand il était encore président des États-Unis et qu'on lui a traité de singe. Il a répondu: le racisme, c'est de l'ignorance. Et lorsque des gens ignorants se vantent d'exposer leur ignorance, il n'y a rien à faire que de les laisser parler. Le pardon, selon Dhammapada, jamais la haine n'éteint les haines en ce monde. Par l'amour, seules les haines sont éteintes. C'est une ancienne loi. Selon Desmond Tutu, dans son livre Le Pardon, la qualité de la vie humaine sur notre planète n'est en fait de compte rien d'autre que la somme des interactions quotidiennes entre nous tous. Le pardon est la voie pour réparer les points de rupture dans nos interactions. C'est la voie pour réparer les déchirures dans le tissu social. C'est la voie pour empêcher ici communauté humaine d'aller à sa perte. Ce livre est une invitation à cheminer avec nous sur la voie du pardon. Extrait du livre du pardon, une lecture indispensable non seulement pour trouver la voie qui nous permet de nous guérir nous-mêmes et le monde, mais aussi pour établir un équilibre dans notre biologie, dans notre esprit et dans nos âmes. Selon Deepak Chopra, auteur du fabuleux pouvoir de votre cerveau, ce livre fait sortir le pardon des limbes du mystère. C'est un manuel qui nous révèle l'une des capacités humaines les plus exigeantes, mais aussi les plus libératrices dans toute sa complexité et dans tout son pouvoir transformant. Krista Tippett, une description essentielle des processus qui nous permettent d'aller vers l'acceptation et la résolution d'une vie de colère et de douleur. Un nouveau paradigme d'une guérison transformatrice selon Annie Lennox. Selon la philosophie du peuple juif, dont leurs ancêtres ont été persécutés par le nazi, on pardonne, mais on n'oublie jamais. Cette phrase veut insinuer de faire la paix dans l'histoire et
réviser en même temps pour que la circonstance ne se répète plus. La santé, selon l'OMS, la définition de la santé, c'est l'absence des maladies et la santé mentale et physique. Je crois que l'on confond parfois la souffrance émotionnelle avec le mal de l'âme. Lorsque l'esprit ne réussit pas à s'exprimer, ne, ne, ne réussit pas à s'exprimer, trouver la confirmation de son existence ou qu'il est mal nourri, cela peut occasionner de la douleur. Cette douleur n'est pas émotionnelle, bien que l'on puisse y associer des émotions. C'est plutôt un mal de l'âme. Mais il n'est pas facile de trouver une guérison pour le mal. L'esprit, l'être véritable, cherche à se manifester, mais ne trouve pas son expression dans la vie quotidienne de l'individu. C'est une question de prise de conscience. Une fois que l'on a déterminé qu'on souffre d'un mal de l'âme, on doit ensuite chercher à répondre à cet appel. Chaque individu trouvera sa propre façon de composer avec cela. La prière, l'art, la lecture, la participation à un groupe de soutien, il existe diverses approches. La défaite est une condition passagère. Il y a des exceptions à la règle. Certaines personnes connaissent par expérience la valeur de la persévérance. Elles savent que les défaites ne sont que passagères et qu'elles peuvent être changées en victoire avec la persévérance. Sans elles, et dans quelque domaine que ce soit, aucun succès n'est possible. Fournir les énergies nécessaires pour atteindre son objectif, cultiver la santé physique, mentale. On ne peut aborder le sujet du bonheur sans accorder une place respectable à la santé. Évidemment, sans elle, toutes les possibilités s'éménuisent à grande vitesse. Cela ne veut pas dire que les gens malades n'auront pas accès au bonheur. Il faut cependant être réaliste et comprendre qu'il leur faudra peut-être travailler un peu plus fort pour y accéder. Il leur faudra, entre autres, faire preuve d'une grande sagesse. Et dans mon livre, je montre comment cultiver la santé physique, bien manger, choisir les aliments. J'ai parlé aussi des aliments nocifs qu'il faut consommer avec modération, comme le sucre, le sel, ainsi que les gluten. Nous avons tous une horloge interne qui permet à notre corps de gérer et contrôler son rythme circadien, ce que votre corps analyse comme étant le jour et la nuit. Le rythme circadien est défini par toutes les activités répétitives qui se déroulent sur une journée de 24 heures et inclut le cycle de sommeil-veille. Je parle également du mal du sucre par Daniel Staranki. Le mal du sucre, c'est 13 millions d'Africains arrachés à leur pays, privés de leur liberté, tués dans leur âme, couchés, enchaînés comme du bétail dans des cales de bateaux infestés de vermine, puis vendus dans le Nouveau Monde pour travailler courbés, fourbus et affamés dans les plantations de canne à sucre. Ce n'est pas l'amour qui mène le monde et qui ne l'a jamais mené, c'est l'appétit. Et dès la création de l'homme et jusqu'à ce jour, il fut encore la cause pitoyable de sa déchéance et de sa misère et de son retour à la poussière. Selon le docteur Stephen Gayland, il n'y a probablement aucune maladie aujourd'hui qui cause une souffrance aussi généralisée, tant de mauvais rendements et de perte de temps, tant d'accidents, tant de foyers brisés, de suicides que l'hypoglycémie.
Je parle aussi de la prévention du cancer par l'alimentation par le docteur Richard Béliveau, docteur en biologie et professeur émérite. L'impact de l'aliment sur le développement du cancer. Les bienfaits de la natation, l'aquagym, les gymnastiques, la musculation en salle, la marche et la santé, la pratique du karaté et le cancer, la pratique de la danse aérobique, les soins du corps et du visage, le massage du corps avec des huiles essentielles de Madagascar. Je parle également dans mon livre Le massage du bébé. La pratique du massage du nouveau-né et de l'enfant est une coutume traditionnelle en Afrique et Madagascar. C'est une habitude qu'il faut conserver, même si nous habitons en Occident, car le massage du bébé est très important pour le développement psychomoteur de l'enfant. Il favorise le rapprochement mère-enfant et renforce l'immunité et aide à développer sa confiance en soi, améliore la circulation sanguine et facilite la fonction de la digestion ainsi que la lutte contre la constipation. Le massage du ventre bénéficie en grande partie la santé du ventre. Le ventre est un lien direct avec nos émotions. De nombreux écrits confirment le lien étroit entre la dimension émotionnelle et la dimension physique de l'être humain. S'occuper de la dimension physique de l'être humain, s'occuper de la dimension physique permet de rejoindre la psychique. Par le massage abdominal, la réaction du corps nous parle ouvertement. Cette réaction traduit différentes émotions, comme l'angoisse et diverses formes de stress. Le ventre, c'est notre second cerveau. La danse du ventre est bénéfique pour la santé de l'intestin. Cette pratique est très utilisée en Afrique et aux Antilles, et ça fait partie de la danse traditionnelle même. Cet aspect sauvage de la danse et de la musique procure beaucoup de bienfaits thérapeutiques chez les individus qui la pratiquent. Et c'est toujours évident qu'en Afrique, on constate moins de dépression nerveuse. Le bienfait de la danse du ventre, elle aide à maigrir et à sculpter le corps, elle augmente la libido, elle aide à resserrer le vagin de l'utérus en pratiquant des mouvements qui fortifient les muscles de l'abdomen. Elle représente l'expression de soi et aide à faire sortir la frustration de la vie quotidienne en ayant une sensation de liberté. Elle aide à diminuer la pression artérielle. Elle stimule et accélère le métabolisme et la glycémie dans le sang. Elle aide pour la prévention du cancer du côlon et de l'utérus et du sein. Elle améliore la mémoire. Elle aide à la sécrétion de la sérotonine au cerveau. Selon la chanson du groupe Kassav, dont le fondateur Jacob Desvarieux est originaire du Guadeloupe, il vient de décéder cette année 2021. Un exemple de musique comme zouk est étudié à l'université pour ses effets thérapeutiques. On dit que le zouk est un médicament. En créole, ça veut dire zouk la sel médicament nouni. C'est vraiment un grand succès du groupe Kassav. Maigrir en santé. Je donne également une recette pour l'amaigrissement. Pourquoi on veut maigrir? C'est pour la santé, car ça réduit le risque de diabète ainsi que le risque de la cholestérolémie, l'hypertension artérielle et l'accident vasculaire.
Je montre également les produits cosmétiques à base de l'huile essentielle Saro ou Majavasarta de mon pays Madagascar. Je parle également de la thérapie par l'Ho'oponopono. Guérir avec amour, c'est faire un avec la source originelle après une méthode una hawaïenne. Le Ho'oponopono est une culture hawaïenne qui signifie recréer l'ordre universel. Pono signifie parfait, être en ordre, faire qu'un avec l'ordre universel intérieurement et extérieurement et se lier ainsi à la source originelle. En fait, selon cette méthode, chacun est responsable de sa vie, de sa paix intérieure et de ses actions. Mais pour que des changements puissent se produire, il faut se responsabiliser et prendre en main cet univers dans lequel nous évoluons. L'Ho'oponopono, c'est donc une manière de nous libérer du stress et des tensions, remettre quelque chose en ordre, corriger une erreur, relier les choses entre elles et rétablir le contact, lâcher les énergies négatives pour permettre à la pensée divine, aux mots et aux faits de couler en nous. Ho'oponopono est une méthode immémoriale de la tradition hawaïenne pour la résolution des problèmes, des potentiels perturbateurs et des conflits de toutes sortes. Je parle aussi notre tradition, le Fiavanana en malgache, notre valeur malgache. Le Fiavanana signifie chez nous à Madagascar tout le monde uni dans la société pour les meilleurs et pour les pires. C'est un genre de deal entre la population pour l'entraide, le soutien moral et matériel qu'on offre à un proche qui a perdu un être cher. La population cotise et offre de l'argent pour la condoléance. Elle contribue également l'embaumement du corps et l'enterrement, suivi du repas collectif pour soutenir la famille du défunt. Cette pratique aide la personne à vivre son deuil car c'est le moment où un être humain a plus de besoins pour être entouré de ses proches. Certaines régions du centre de Madagascar, Antananarivo et Fianarantsoa, pratiquent le famadien ou retournement des morts. On rajoute des tissus autour des corps des défunts, l'embalade ou soie brute, qui est le tissu traditionnel et luxueux chez les Malagasy. Tout ceci pour demander la bénédiction des ancêtres, car tous les Malagasy, ils sont sacrés et ils veillent sur les vivants. C'est également une coutume qui facilite le deuil de la personne, car on a l'impression que le défunt est toujours parmi nous et nous protège. Quand il y a un malade, toute la famille et les entourages apportent leur soutien moral et offrent de l'argent pour aider la personne. La tradition du Fiavanana se pratique aussi lors de la naissance d'un enfant, d'un mariage, de la circoncision, où la famille et les proches fêtent ensemble et offrent de l'argent. Le Fiavanana se pratique aussi par la réconciliation des personnes en conflit. La tolérance est une des valeurs du Fiavanana. On n'aime pas les conflits et on tolère tout ce qui se passe, même les abus de toutes sortes dans la société. Le Fiavanana pour les Malgaches est proche de l'Ho'oponopono des Hawaïens dans la philosophie de vivre ensemble dans la société. Mais la différence réside sur le fait qu'il manque un terme, la responsabilité chez nous les Malagasy. La croyance nous amène à croire des fois que tout est dicté par le destin et le bon Dieu. On accepte l'inacceptable. Par exemple, la mère monoparentale sans aide ni soutien du père biologique de l'enfant est
Et beaucoup d'hommes ne se sentent pas responsables des enfants qu'ils ont mis au monde, car un enfant est un don de Dieu, selon notre croyance, même s'il va vivre dans la misère. Nous avons besoin de la philosophie de l'Ho'oponopono pour régler la situation actuelle dans notre pays devant la pauvreté extrême. La coopération avec les pays occidentaux est toujours nécessaire à condition que chaque pays bénéficie des avantages qui leur sont dus. Et surtout pour rendre la dignité des pays pauvres, qui dans la plupart du temps fournissent les matières premières pour être produites en produits finis par les industries de haute performance en Occident, ainsi que l'exploitation des richesses souterraines qui a besoin de la technologie venant des pays industrialisés. Tout cela nécessite une grande capacité de négociation de la part des élites venant des pays pauvres pour une situation dite gagnant-gagnant. C'est-à-dire, mon grand souhait réside sur le fait que la population puisse jouir de la richesse du pays comme Madagascar, qui est doté d'une grande potentiel de ressources naturelles et des êtres humains forts et intelligents qui ont besoin d'une bonne organisation pour vivre heureux. La population doit être soutenue par leurs dirigeants pour la recherche du bonheur, car on ne peut pas conscientiser un peuple qui meurt de faim et qui n'est pas éduqué et qui vit au jour le jour selon les pyramides de Maslow. Le bonheur et l'argent, soyez responsables et honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes à propos de l'argent, car il devient parfois un tabou chez la plupart des gens dans la société, surtout dans le monde des idéalistes. Souvent, on diabolise l'argent comme source de malheur et les riches sont parfois les risées de toutes les anecdotes. Ce sont des voleurs, des malhonnêtes, des hypocrites. Cette façon de penser entraîne un énorme blocage vis-à-vis de l'argent et entraîne souvent la pauvreté chez les gens mal informés dans ce domaine. Car l'argent est un moyen pour atteindre nos objectifs et satisfaire nos besoins en tant qu'être humain. Je vous lis un extrait de mon poème. Le bonheur est en nous. Le bonheur est au fond de nous. Il suffit d'y croire. Mais souvent, le malheur se met en avant de nous. Il peut cacher tout espoir. Mais pourtant, tout le monde cherche le bonheur comme on veut fuir le malheur. Tout le monde court après la chance et on veut chasser la malchance. La question se pose dans la salle. Qui veut être heureux? Tout le monde. Qui veut être malheureux? Personne. C'est la réponse universelle. Ce n'est pas une nouvelle. La question se pose de nouveau. Qui veut accéder au bonheur? Tout le monde. Qui connaît le chemin? Personne ne lève la main. La question continue encore. Après la mort, qui veut aller au ciel? Tout le monde. Quelqu'un était déjà au ciel? Personne. C'est la réponse des êtres humains. C'est le même refrain. La question continue toujours. Qui se sent heureux dans la vie? C'est le silence dans la salle. Personne ne parle. Qui se sent malheureux dans la vie? La salle est devenue bruyante. Les questions sont-elles choquantes? Le bonheur est-il un tabou, un fantasme de fou? L'espoir des imbéciles à l'esprit fragile? Qui ose parler de bonheur? Est-ce un imposteur? Qui veut cacher ses malheurs? Un grand parleur ou un rêveur? Une peau d'ébène peut-elle vivre sans peine? A-t-elle perdu la raison devant la discrimination? Le bonheur est possible chez les minorités visibles. Oui, le bonheur est en chacun de nous. Il est partout, c'est à nous de le bâtir sans nous mentir. En sachant quelles sont nos forces, en reconnaissant nos faiblesses, peu importe. J'ai appris à tracer mon chemin à travers la douleur. J'ai appris à défricher le mal pour bâtir mon bonheur. Tisser la confiance en soi, c'est tout un exploit. On est un enfant au fond de nous qui apprend à grandir partout. Quelques phrases peuvent définir le bonheur. Savoir où on veut aller, connaître qui on est, préciser qu'est-ce qu'on veut.
Qu'est-ce qu'on peut? Savoir reconnaître la vraie valeur, apprécier la lumière quand on a connu l'obscurité, respecter l'argent quand on a traversé la misère, reconnaître l'amour quand on a vécu la haine, apprécier d'être accepté quand on a subi le rejet. Cultiver la persévérance et continuer l'espérance. Croire en nous, c'est le devise surtout. L'empire du vrai bonheur ne dépend pas de la couleur, c'est en chacun de nous et ne s'achète pas du tout. Sur ce, je vous invite alors pour le lancement de mon livre avec l'édition pour tous. La cérémonie va se passer le 18 décembre 2021 au restaurant L'Usine. Je m'excuse car on a modifié la date. Auparavant, on a annoncé le 11 décembre, mais maintenant, je vous confirme que le lancement du livre se fera le 18 décembre de 13h jusqu'à 16h au restaurant L'Usine au boulevard des Promenades. La précision va être dans les affiches. Pour acheter les livres, vous pouvez l'acheter, le livre électronique pour l'instant. Vous allez taper sur l'éditionpourtous.com, ça va être écrit en dessous. Le tarif, c'est seulement $25.